Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Delphine et Charlotte qui sont là pour nous parler de leur vécu en tant que personnes grosses et handicapées. Bonjour à toutes les deux, merci d'être là. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans. Je suis une personne grosse avec des symptômes propres à la fibromyalgie, anxio-dépressive également avec une grosse suspicion de PTSD complexe. Je suis toujours en errance médicale car il reste encore quelques pistes à explorer pour déterminer la cause concernant certains symptômes et j'ai dû, à titre temporaire, arrêter le travail pour privilégier ma santé. Lors de mon dernier travail d'ailleurs, où j'avais des semaines très chargées, j'ai fini dans un état assez inquiétant et c'est ce qui a déclenché tout ce parcours de recherche médicale, suivi par des débuts de diagnostic. Salut, je m'appelle Delphine, je tiens le compte autiste queer, le docu sur Insta et moi je me définis comme, je suis autiste, queer et grosse et j'ai été diagnostiquée autiste il y a, 2 ans maintenant et ma première identité c'était grosse avant celle d'autiste et de queer et du coup le diagnostic d'autisme a permis de faire le lien aussi entre la de voir toutes les similitudes qu'il y avait entre la grossophobie et l'autisme, en fait, voilà. Parfait enchaînement avec la première question qui du coup est un peu sur ces parallèles entre validisme et grossophobie. Parce que dans le premier épisode, on a parlé des parallèles entre racisme et validisme. Et avec la grossophobie, il y en a encore plus. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont un peu toutes ces parallèles entre ces deux oppressions? Oui, elles sont similaires car, on retrouve tout d'abord, dans ces 2 oppressions systémiques, le problème du manque d'accessibilité et d'inclusivité qui reste encore, malheureusement très présent dans les 2 cas. Les espaces publics et privés, voire même médicaux, sont pensés et conçus pour, des personnes valides et normées, c'est-à-dire, à titre d'exemple, les chaises ou les fauteuils trop étroits ou inconfortables, parce que les tailles sont standardisées de manière générale. Le matériel médical est inadapté le plus souvent, des espaces de loisirs ou de divertissement sont en général très excluants et les transports, très inadaptés, voire même, qui coûtent bien plus cher pour les personnes concernées. Notamment, enfin, l'exemple du train où on paye souvent un billet de première classe pour voyager convenablement ou, en avion, c'est très courant que les personnes grosses, payent 2 places en avion pour, que ça aille au mieux tout simplement ou, même demandent, une extension de ceinture à la compagnie aérienne ou elle-même s'achète sa propre extension de ceinture, voilà, pour que ça se passe au mieux, quoi. On peut également bien sûr, citer plein d'autres exemples comme les équipements de sport aussi, c'est un grand sujet, ah bon c'est la liste est non exhaustive, quoi. Ah oui, enfin après moi c'est plus, dans la manière dont je vis, les 2 en fait. C'est-à-dire que moi dans mon parcours, j'ai commencé à prendre du poids à 6 ans, mais c'était, une prise de poids qui était, relativement on va dire, enfin ça allait quoi, c'était pas le truc, voilà. Mais, c'est en même temps à 6 ans, c'est là où je suis rentrée au CP. Et c'est là aussi où, mes premières difficultés, mais je ne le savais pas, en fait, en tant qu'autiste, ont émergé parce que j'avais l'apprentissage, de la lecture, c'est-à-dire qu'à partir du CP, en fait, on est obligé de se conformer à des normes au niveau de l'éducation et c'est là où moi mes difficultés autistes, se sont exprimées sans que je le sache et du coup, j'ai compensé. J'ai essayé de mettre en place des mécanismes de protection mais en même temps, j'étais totalement en roue libre et le fait d'être totalement, surstimulée et d'être en situation comme ça très, compliquée pour moi au niveau des interactions, ça m'a déréglé mon système aussi de satiété, tout ça et c'est là où j'ai commencé à prendre du poids et en fait, les similitudes, pour moi, c'est exactement la même chose parce que déjà, il y a l'aspect médical qui rentre en jeu et le problème, c'est que, la grossophobie, c'est visible, en fait. Par exemple, l'autisme, ce n'est pas visible au même, titre et quand on commence à s'écarter de cette norme de poids, on dépend du regard des autres, on est directement plongé dans le regard des autres et moi, par exemple, dans mon cas, ma prise de poids, elle aurait pu alerter le corps médical sur, par exemple, d'autres recherches par rapport à l'autisme, quoi.
Et sauf que ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que la manière dont on va traiter, les corps gros, c'est, quelque chose de problématique, quelque chose qui est de l'ordre du pathologique, en fait. Alors que c'est au-delà de ça, il y a pas que ça, c'est certainement des réponses, des interactions et puis après, pas tous les corps ne fonctionnent de la même manière, de toute manière. Moi, c'est vrai que quand je me suis construite, c'était ma première difficulté, c'était j'ai tout mis sur le fait d'être grosse, en fait. Toutes mes difficultés dans la vie. C'est-à-dire que j'étais, très timide, je parlais pas quand j'étais enfant. À l'école, je parlais pas et donc c'était et forcément parce que j'étais grosse et que j'avais pas confiance en moi. Plein de trucs comme ça, quoi. Bon alors j'ai comme tout le monde, je pense, comme pas mal de personnes grosses, et handicapées, à l'école, j'ai subi aussi pas mal de harcèlement, tout ça et à chaque fois, ce sont les mêmes mécanismes. C'est-à-dire qu'on va, stigmatiser les corps qui ne rentrent pas dans des normes, que ce soit au niveau de la grossophobie ou du validisme. Après, là où c'est un peu plus compliqué par rapport à l'autisme, c'est que l'autisme, c'est pas quelque chose qu'on va voir physiquement. Mais ça ne veut pas dire que c'est invisible non plus, parce que c'est invisibilisé en fait, c'est la problématique du handicap. Par exemple, moi en tant qu'autiste, quand je vais me déplacer, je vais devoir, étudier le parcours, me dire, «Bon bah là, il y aura tant de trajets. Si je fais de la marche à pied, bon, il faut que j'ai mon casque par exemple pour pas être, trop sollicitée par les bruits. Je vais essayer de voir l'endroit où il y a le moins de gens possible, tout ça et tout, ça va être le plus simple en fait. Mais c'est vrai que du coup, quand je n'étais pas considérée comme autiste, tous ces trucs que je mettais en place, c'était tous les préjugés qu'entraîne la grossophobie. C'était, bah, j'étais, fainéante, je voulais éviter les trucs, j'étais tout le temps fatiguée, c'était pas normal, c'était parce que j'étais grosse, ce genre de choses. Et c'est tous ces mécanismes-là, en fait. Et il y a que quand j'ai eu mon diagnostic d'autisme où j'ai compris. Par exemple, j'ai perdu, 60 kilogrammes à partir de 2014 parce que j'avais atteint un poids qui était quand même, assez important et mon poids devenait problématique dans le sens où j'avais du mal vraiment à marcher, tout ça et c'était devenu, vraiment problématique. Donc j'ai perdu du poids, ça s'est fait naturellement en fait, mais c'était aussi parce que j'avais arrêté de travailler, je suivais mon propre rythme et du coup j'étais dans mon rythme autiste et du coup tout s'est rééquilibré quoi. J'ai pas fait de régime après et à ce moment-là en fait, j'ai cru que c'était parce que toutes les difficultés que j'avais, c'était parce que j'avais perdu du poids. Je sais pas si vous voyez? Parce qu'évidemment, j'avais beaucoup plus d'énergie, j'arrivais à faire des choses et c'est vrai que pendant cette période-là, je voyais pas de gens, je fonctionnais avec mon rythme, quoi et du coup, j'étais pas fatiguée et après quand j'ai recommencé à sociabiliser et tout, donc j'ai continué de perdre du poids et à un moment donné, je me suis quand même dit: «Mais il y a un truc qui va pas encore» et là, c'était quand j'ai commencé à me poser des questions par rapport à l'autisme. Après, il y a eu le diagnostic d'autisme. Il a fallu que j'enlève encore des croyances que j'avais, mais en fait, toutes mes difficultés, je me suis dit: «Mais en fait, c'était pas juste parce que j'étais grosse, c'était parce que je suis autiste» et en fait, bah, je me suis dit: «Mais tout ce que j'avais vécu en tant que grosse, forcément, c'est indissociable en tant qu'autiste aussi puisque c'est ce que je suis». Mais en fait, c'est exactement les mêmes mécanismes que je peux retrouver avec, d'autres personnes grosses avec qui j'ai pu échanger, par exemple. Et ce qui est très, très problématique, c'est que quel que soit le handicap et quelles que soient les oppressions subies, à partir du moment où on subit une oppression, même si on le cumule, pour, le regard extérieur, c'est comme si on ne pouvait pas avoir, un handicap ou d'autres oppressions, en fait. Que ce soit une personne, qui va être, en fauteuil roulant. Il se peut, par exemple, que cette personne soit aussi autiste, mais on va pas forcément, mettre ce diagnostic-là sur, cette personne. On va peut-être la cantonner qu'à un seul, diagnostic, alors qu'en fait, on peut cumuler et ça peut être, lié et en plus, ça peut nous priver d'avoir des informations, d'accès à nous-mêmes, en fait, pour juste mieux être. Et pour moi, c'est exactement les mêmes mécanismes. Alors je sais pas toi, comment tu le vis, Charlotte? Les liens que tu peux faire dans ta vie, de tous les jours. Mais moi, c'est vrai que, comme je te disais, tu vois, c'était par rapport au trajet, à ce genre de choses ou, Complètement, enfin, pour des raisons différentes bien entendu, je me suis beaucoup retrouvée lorsque tu parlais de planifier en avance le trajet, de voir tous les paramètres qu'il peut y avoir sur le trajet. C'est quelque chose que je connais énormément parce que je prends non seulement le fait que je sois une personne grosse par rapport à l'accessibilité à ce niveau-là, mais aussi par rapport à ma fatigue, par rapport à, bon, bah, mon énergie, mes douleurs chroniques, mais aussi parce que j'ai une hypersensibilité
sensorielle, je suis très anxieuse en milieu public aussi et du coup, selon ce que je dois faire, ce que c'est, ça peut potentiellement me mettre dans des situations où, je vais vraiment perdre mes moyens, où je vais vraiment pas être bien ou être en détresse donc je me suis beaucoup retrouvée là-dedans quand tu en parlais. Je rebondis d'ailleurs sur quelque chose que tu as dit en disant que alors j'essaie de retrouver un peu les termes que tu as utilisés, mais en gros, ça rejoint pour tout ce qui est violence médicale, parce que c'est ce que je voulais aussi évoquer. Le milieu médical se refuse des fois de donner d'autres diagnostics parce que se réfère qu'à un seul, diagnostic qui est déjà là. Comme par exemple, «Oh ben, on a un tel, ou une telle a déjà un handicap, c'est bon, cette personne ne peut pas en cumuler d'autres». Mais le problème, c'est que c'est très dangereux parce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, ça génère du coup, une erreur de diagnostic et la grossophobie, c'est pareil. Je l'ai beaucoup vécu, je le vis encore en ce moment d'ailleurs, c'est très, très lourd et très éprouvant émotionnellement à vivre. C'est qu'il y a des, praticiens, praticiennes qui ne voient que mon poids, alors que, très clairement, j'ai un parcours quand même très chargé, des examens j'en ai fait, donc dès qu'ils voient tes symptômes: «Ah mais c'est simple, perdez du poids, faites un régime, machin», mais j'ai déjà presque tout essayé pour ainsi dire et j'aimerais maintenant qu'on avance, qu'on explore d'autres pistes et ça, c'est très dur de faire comprendre. Pareil pour des pathologies, pour, la fibromyalgie, il y en a qui voudraient creuser plus loin, d'autres pas, enfin et j'ai l'impression que c'est un problème de croyance. C'est complètement un problème de croyance. Il y en a qui s'arrêtent à leurs croyances, d'autres, qui y creusent. Mais alors ceux qui creusent, il y en a pas énormément. Enfin, en tout cas, c'est le constat que j'en fais et malheureusement, je reviens là-dessus, j'insiste, c'est très dangereux pour nous, personnes grosses ou personnes qui sont handies, c'est la croix et la bannière pour arriver à bien se faire soigner sans être mise en danger. Et il y a aussi, ben, ça rentre aussi en compte et c'est à peu près pareil, les médecins qui font beaucoup de gaslight, voilà, qui expliquent à notre place, comment est notre maladie, comment voilà, il y a pas si longtemps, moi j'allais voir un psychiatre du sommeil parce que j'ai des troubles du sommeil, j'ai des traumas. Pour lui, il suffit que je fasse, de la cohérence cardiaque et tout va s'en aller. Non, et il m'explique que si, 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 tout va s'en aller comme ça. Non, ça fait 10 ans que c'est comme ça, en fait. Donc, enfin, voilà, j'ai déjà tout essayé. Dans ce milieu, il y a beaucoup d'infantilisation aussi. Moi, j'ai remarqué, soit parce que je suis une personne grosse, soit parce que je considère que, comme étant une personne anxio-dépressive, je n'ai pas la capacité de réfléchir. On m'infantilise beaucoup. Enfin, il y a des médecins qui ont carrément un ton de voix, très infantilisant, comme on parle aux enfants. Je peux pas imiter, je n'arriverai pas, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est rabaissant, je trouve que c'est même déshumanisant. Également, ce que je pourrais aussi évoquer, et ça, cette période de pandémie l'a très bien mise en lumière et c'est ça, les personnes grosses et on dit ont ça en commun, c'est que nous sommes de temps à autre confrontés au comportement et discours eugénistes, ce qui nous fait sentir comme étant des personnes de moindre valeur ou pire encore, il est vu comme normal que nos existences et nos vies ne soient pas considérées ni respectées et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti, surtout ces derniers temps. Enfin, voilà, je vous apprends rien, c'est très, très dur à vivre parce que du coup, on se sent pas safe, on se sent pas du tout en sécurité, quand on sort de chez soi et puis aussi notre estime de soi, prend un sacré coup quand même. Il faut prendre énormément de recul pour se dire: «Mais si, mon existence, a autant de valeur que celui ou celle d'un autre», enfin voilà, c'est aussi un point que je voulais aborder également. Puis il y a aussi quelque chose que j'ai vécu aussi, c'est, la discrimination à l'embauche et ça, c'est quelque chose aussi que, bah, les personnes grosses et handies vivent également, quoi. C'est que, par exemple, dans la plupart des entreprises, préfèrent, payer des amendes plutôt que de respecter le quota des personnes qui ont un RQTH. Pour les personnes grosses, ben, on est souvent vu comme incapable de bien assurer nos postes. On est vu comme, feignante, et j'en passe des clichés tenaces d'ailleurs. Enfin, ça, c'est aussi un énorme problème parce que ça nous précarise plus que la moyenne des personnes. Ça nous isole, davantage. Plus, je parle même pas enfin si, on va en parler, au niveau social.
parce qu'en société, les personnes grosses et handies sont souvent déshumanisées, voire objectifiées. Je parlais du gazaille, de l'infantilisation, non seulement on le subit du corps médical, mais on le subit aussi de la part d'inconnus, de proches, dans nos relations interpersonnelles et intrafamiliales, c'est très présent. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, au quotidien. Nos corps sont complètement dépossédés par le jugement public, par le jugement de nos proches. À voir, quand on est une personne grosse, par exemple, que ça soit sur notre alimentation, quand on mange quelque chose, quand on voit quelque chose, sur quelqu'un qui a quelque chose à redire. C'est vraiment tous ces exemples qui font qu'on est déshumanisé, que nos existences n'ont pas la même valeur que les existences des personnes valides et minces. J'ai l'impression que dans les 2 cas, que ce soit les personnes handies ou les personnes grosses, à chaque fois, il y a ce truc de: il faut paraître le plus valide possible, il faut être le plus mince possible pour justement avoir de la valeur et pour, être heureux dans sa vie et être épanoui dans sa vie et tout. Je sais qu'on entend souvent parler, les personnes grosses, des régimes, de tous les régimes qu'elles ont fait pour maigrir et tout ça et enfin, moi, ça me fait aussi un peu penser à toutes les opérations qu'on m'a fait subir pour que je puisse marcher. Comme une valide, n'est-ce pas? Alors que mon but dans la vie, ce n'est pas de marcher. Mais ouais, j c'est un autre parallèle aussi, je trouve qui est très parlant et intéressant entre ces 2 oppressions. Je voudrais aussi rajouter du coup, comme tu as parlé du corps médical, tout ça, c'est la méfiance qu'on peut avoir aussi du coup envers le corps médical parce que c'est pas un endroit où on se sent écouté et où on sait qu'on va être prise en compte en fait et aller mieux, tout simplement. Parce que moi je me rappelle, alors c'est vrai que par rapport à la grossophobie, j'ai guéri de beaucoup de mes traumas par rapport à ça. Mais quand j'y repense là, tout ce que j'ai vécu enfant, en fait, dès que tu vas aller, passer une visite médicale, juste à l'école, moi je me rappelle que ma plus grande hantise, c'était qu'à la pesée, qu'on dise mon poids, à haute voix, par exemple. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la déshumanisation et aussi, qui est, la manière de te traiter, qui est aussi très spéciste, enfin dans la manière de te traiter comme un animal. C'est-à-dire que tout doit être calibré. Pour moi, c'est tellement illogique de se dire qu'avec toutes les variétés de corps et de personnes qu'il puisse y avoir, sur terre, qu'on puisse déterminer, en fait, une norme corporelle, enfin de poids, de taille, de fonctionnement, en fait. Et quand on regarde comment est basée la médecine, elle est basée sur chaque fois par rapport à des normes. Et là, tout à l'heure, tu parlais de la pandémie. C'était très compliqué parce que moi, je venais d'avoir mon diagnostic et j'étais bien, en fait, parce que je venais d'avoir accès à un nouveau pan de mon identité et en fait, le fait de la pandémie et du confinement, ça a réouvert, tout en même temps, par rapport à certains traumas et trucs douloureux. C'est-à-dire que non seulement il y avait tout le validisme, purement validiste au point de vue, du handicap, en fait, qui émergeait, mais aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais pendant le confinement, il y avait toute, cette grossophobie, totalement assumée avec des blagues, «Ah ben, on va rester enfermé, on va grossir. Oh mon Dieu, je vais ressembler à ça, après le confinement et tout» et en fait, on se rend pas compte, mais moi, par rapport à la violence que j'ai pu subir, par rapport à plein de choses, à plein de pressions différentes dans ma vie, je crois que, je crois que la plus dure, ça a été la plus violente, en fait, ça a été la violence, par rapport à la grossophobie. C'est-à-dire qu'on se retrouve enfant, déjà, hein, dans tous les lieux, que ce soit, à la maison, à l'école, chez le docteur, dans les activités extrascolaires, tu te retrouves, en fait, constamment jugé et moqué et ramené à ton poids, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils vont ne voir que ça. Du coup, ça je suis désolée, je suis un peu émue en parlant parce que mais il y avait des phrases, d'inconnus dans la rue, mais des choses d'une violence. Par exemple, je me rappelle, à un moment donné, je sortais du métro et il y avait un arrêt de bus et je sortais tous les soirs du métro et je passais tout le temps devant cet arrêt de bus et il y avait des jeunes et en fait, ils se moquaient de moi. On se connaissait pas, mais tu sais, c'était le truc, totalement gratuit. Mais c'était pareil à l'école, en fait, où des gens allaient se moquer et alors, en plus, le fait d'être autiste, des fois, je comprenais pas forcément qu'on se moquait de moi. La sidération était d'autant plus forte et je pouvais pas me défendre. J'avais une charge mentale qui était immense parce que j'anticipais les réflexions, j'anticipais les potentielles moqueries et j'essayais de faire des schémas dans ma tête pour pouvoir répondre. Bon, dans la plupart des cas, souvent j'étais sidérée, sauf après où vraiment, quand j'ai commencé à avoir 30 ans
où j'ai pris conscience, en fait, de la grossophobie, j'arrivais à me défendre, en fait. Mais j'étais vachement dans l'agressivité du coup, mais du coup, on m'embêtait plus. Mais les gens étaient sidérés. Moi, je me souviens, je marchais dans la rue et il y a des gens qui me regardaient et je disais rien. Sauf au moment à partir du jour où je me suis dit: «Je ne me laisse plus faire par rapport à ça». Je répondais aux gens, je dis: «Qu'est-ce qu'il y a? Tu as jamais vu une grosse?» Et les gens étaient sidérés. Que, enfin, je veux dire, c'est hyper oppressant. Et pourtant, je suis autiste, hein, parce que si on voit tous les préjugés par rapport à l'autisme, ou soi-disant, on serait incapable de déceler les émotions ou les choses des autres, le regard moqueur, méprisant, il nous touche directement, en fait. On n'a pas besoin de mettre des mots dessus, on sait à quoi ça nous renvoie. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont on fait l'expérience très tôt quand on est en situation de handicap ou quand on est une personne grosse, en fait. Et par rapport au corps médical, j'ai eu mon diagnostic d'autisme à 41 ans. C'est quand même complètement ahurissant quand tu vois ça, parce que, si j'écoute le corps médical, il n'y a que le corps médical qui est à même de savoir et de détecter, de poser des diagnostics, en fait. Alors je suis pas en train de dire que tout le monde peut poser des diagnostics, mais en tout cas, je suis la seule à savoir qu'est-ce qui se passe en moi. Je suis la seule à savoir pourquoi j'agis de telle et telle manière et que ce soit même au niveau, psychologique, par exemple. Après qu'on ait des aides pour essayer de démêler tout ça, OK, mais la manière dont on va être catégorisé là aussi, c'est très, 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 très violent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le matériel médical n'est pas adapté pour soigner les personnes grosses. Là, on l'a vu avec le covid où, pareil, l'obésité, parce que du coup, c'est l'obésité, est un facteur à risque, nanani nanana. En fait, c'est pas parce que tu vas être grosse que tu vas attraper plus facilement le covid. Déjà, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste qu'en fait, c'est beaucoup plus problématique pour le corps médical de prendre en charge des corps gros, parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus de personnes, par exemple, bah, pour les mettre sur les brancards, pour les manipuler. Et en fait, les brancards eux-mêmes ne sont pas adaptés à certains corps gros. Et ça, c'est inadmissible. De toute façon, le validisme, on le retrouve aussi dans le corps médical. Je ne sais pas vous, quelle est votre expérience, mais je pense que peu importe le handicap qu'on a, on voit très bien la manière dont la personne qu'on a en face qui est censée nous soigner, a déjà des a priori sur nous. Et moi, par exemple, ce dont j'en ai fait l'expérience aussi, par rapport à ce que tu parlais de l'infantilisation, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai eu mon diagnostic, d'autisme, pour moi, c'était important de donner cette information, quand je suis allée voir, des médecins, surtout par rapport à ma gestion de la douleur, mes sensibilités que je peux avoir, pour leur expliquer quoi, pour leur donner des informations sur, comment je fonctionne. Des personnes que j'ai vues, qui me connaissaient et qui d'un coup, quand j'allais retourner les voir en leur disant que j'étais autiste, mais alors là, c'était non, mais c'est un sketch, en fait. Comme tu disais, c'est la manière genre on aurait dit que que limite que je comprenais pas ce qu'ils me disaient et c'était une manière d'articuler spécifique, une manière de parler et j'étais là, je fais: «Non, mais en fait, vous savez, ça va, en fait», enfin, de voir à quel point le corps médical est validiste dans son ensemble, que ce soit la grossophobie et tout, mais c'est, inimaginable. Quand tu parlais du regard des gens, limite, j'entends pas beaucoup ce que les gens disent, quand ils veulent parler dans mon dos, ce genre de choses et limite, je cherche même pas à entendre, c'est pas que ça me dérange moins, mais voilà, ça va. Je me protège parce que je ne cherche pas à entendre. Par contre, les regards, je les vois bien, je sais bien les déceler, les regards moqueurs, les regards, désapprobateurs et ça, je le ressens bien et je suis tellement hantée par ce regard des gens. Les proches peuvent vous le dire, hein, d'ailleurs, hein, ils arrêtent pas de me dire: «Mais, tranquillise-toi», ce genre de choses, mais moi, je n'y arrive pas tellement que c'est heurtant. Je suis tellement conditionnée par ça que du coup, je vais anticiper aussi. Je vais me dire: «Non, faut pas que j'agisse de telle manière, faut pas que je marche de telle manière, faut pas que je sois de telle manière, sinon ils vont l'associer au poids. Ils vont l'associer à ça, quoi et du coup, on va me juger». Et du coup, je tiens à dire une chose, c'est qu'à la base, enfin quand j'étais plus jeune, j'avais la chance de pouvoir beaucoup plus marcher qu'aujourd'hui. J'adorais, me balader en forêt, en montagne, je le fais encore un petit peu, mais pas longtemps du coup. C'est quelque chose qui me manque énormément et dès que je fais ça, ou que je marche en ville même, hein, j'ai envie de dire, si je commence à avoir mal partout dans mon corps au niveau du musculaire et tout ça, pendant un bien 5-10 minutes, je vais me dire: «Non, continue, continue, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas». Pourquoi? Parce qu'il y a des gens autour de moi et s'ils me voient m'arrêter, m'asseoir parce que, à cause de mes douleurs, je me sens pas bien,
À chaque fois, automatiquement, je me dis: «S'ils me voient m'arrêter, ils vont se dire: "Ça y est, c'est la grosse, qui s'assoit, c'est la grosse qui tient pas la marche. Ah là là, ah oui, hein, c'est toujours comme ça avec les personnes grosses, hein"». Alors que non, c'est parce que j'ai des douleurs chroniques, en fait. Mais le problème, c'est que moi, je me fais violence, je me fais du mal à cause de ce regard des gens. Ça m'a tellement, conditionnée que j'ai du mal à passer au-dessus. Et c'est même pas, qu'une vue de l'esprit, c'est aussi parce que je l'ai vraiment vécu, ce genre de situation. Il y a vraiment eu des gens qui se sont mis à rigoler en passant devant moi dès que je voulais m'asseoir parce que j'avais des douleurs chroniques, qui disaient, «Ah ouais, non mais en même temps, hein, ça tient pas à distance avec ce poids». Enfin, j'ai entendu ça. Mais en fait, c'est des choses où moi je me dis: «Mais comment on peut à quel moment une personne peut, se dire: "Mais en fait, je vais dire ça à cette personne-là, en fait"?» Je comprends pas. Mais c'est n'importe quelle personne, en fait, hein. C'est pas parce qu'on me dit les enfants, mais en fait, que ce soit les enfants, le corps médical, que ce soit des adultes, des professeurs. En fait, c'est tout le monde qui se permet d'avoir ce genre de phrase. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'osais pas manger devant dans la rue, par exemple. Et je pense qu'avec la grossophobie, comme je disais, j'ai quand même guéri pas mal de traumas par rapport à ça. Et finalement, je me dis: «Heureusement que j'ai eu conscience de ce que j'avais vécu par rapport à la grossophobie, avant d'avoir mon diagnostic, d'autisme», parce que du coup, ça m'a beaucoup plus renforcée et rendue beaucoup plus légitime, parce que je savais que le problème, c'était pas moi, par rapport à l'autisme, pour pouvoir plus m'affirmer et pas laisser faire ce qui s'était passé avec, le fait d'être grosse. Si je peux rebondir sur ce qu'Hermine, disait tout à l'heure, du fait que, quand on est une personne grosse ou handi, c'est pas vu comme, une garantie d'être heureuse, de quelque chose de positif, quoi. Effectivement, chez les personnes grosses, il y a vraiment cette idée-là de dans nos sociétés, être grosse, ça a une connotation hyper négative. Aux yeux de beaucoup, on ne peut pas être heureuse, ni épanouie, ni avoir une santé, correcte, ni avoir droit à une vie sociale ou intime d'ailleurs, en étant une personne grosse, alors qu'en vérité, on sait bien, ce n'est pas compatible du tout. Personnellement, j'aime à dire d'ailleurs que je souffre bien plus de la grossophobie ordinaire et systémique que de mon propre poids, en fait. Si on enlevait ces oppressions, franchement, nos vies seraient tellement plus douces. En tout cas, c'est mon sentiment. Oui, si on n'avait pas le regard des autres aussi et tout ce poids des normes. Mais par rapport à ce que tu disais, sur le fait de la grossophobie intériorisée et aussi le validisme intériorisé, parce que c'est lié pour moi. Je pense qu'il y a quelque chose quand même de très, très, spécifique à la grossophobie et qui est très problématique pour moi. C'est-à-dire que quand tu as un handicap, on va pas te dire que c'est de ta faute. Alors on peut ne pas te croire quand, qu'il s'agit de handicaps qui sont invisibilisés. On peut ne pas te croire, mais on va pas dire que c'est ta faute ou enfin je sais pas comment dire. Alors que si tu es grosse, c'est forcément que ça vient de toi, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tu es en mauvaise santé par ta faute. Alors qu'on peut être, gros et grosse pour plein de raisons possibles. Par exemple, on peut prendre du poids à cause d'un traitement qu'on va nous donner pour soi-disant soigner quelque chose et qui va nous faire grossir. Et en fait, tu auras beau faire tout ce que tu veux, avoir l'hygiène de vie qui rentre le plus dans ce qui est dit healthy, enfin tu vois, faire du sport, tout ça et tout, tu pourras pas perdre de poids. Et en fait, c'est surtout aussi, c'est que c'est les autres finalement. Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup plus, qui m'a marqué, c'était de voir à quel point tout le monde, quand tu es grosse ou gros, a un avis sur, comment tu serais si tu étais pas grosse et comment tu serais mieux, en fait. Et du coup, oui, je le lie totalement, au validisme parce que, on parle de quelle norme là? La norme, c'est la norme d'une certaine, minceur. Par exemple, quand tu vas prendre, beaucoup de discours qui sont, par exemple, comment on appelle ça là? Les body positive et tout, bon, mais moi ça me fait rire, mais parce que tu vois, en fait, c'est comme avec le validisme où par exemple, au niveau du confinement, c'était d'un coup: «Ah, on n'a plus accès», le problème d'accessibilité, où ça a été, vachement récupéré par des personnes valides et là, il y a plus personne, en fait. C'est-à-dire que, une fois que les confinements sont finis, on parle de quelle accessibilité en fait? On va parler de l'accessibilité des personnes valides, c'est-à-dire les lieux de sociabilisation qui ne sont pas accessibles de toute manière, que ce soit, aux personnes grosses, aux personnes handicapées, aux personnes malades, aux personnes c'est pas accessible.
Et c'est le même discours avec le truc de body positive où à chaque fois ce sont des corps quand même relativement normés qui vont parler le fait: «Ah oui, tous les corps, on doit les aimer, tous les corps sont» même dans le milieu queer par exemple, et c'est très, très compliqué parce que c'est des discours mais il y a pas les dans la réalité ça se passe pas, ça passe pas comme ça en fait, que ce soit avec le handicap ou avec, les corps gros. Ouais, je pense que c'est important de rappeler que le mouvement body positive, à la base, ça a été créé par des personnes grosses et des personnes avec des corps, marginalisés et pas par des personnes qui font un 36-38 et qui ont des complexes, voilà. Oui ou taille 42, enfin tu vois? 44 mais bon en fait, voilà quoi, c'est pas la même chose qu'on va vivre. Mais évidemment que, il y a le diktat du poids et que ça peut créer aussi, plein d'anxiété et de mal-être chez des personnes qui vont avoir des corps, qui sont quand même plus dans les normes. Ça c'est OK, mais sauf que ça va pas être le même vécu. C'est-à-dire que, une personne qui va faire un 42, ça va pas être la même chose au niveau de son vécu qu'une personne qui va faire une taille 56 par exemple. Et ça veut pas dire qu'il y a une hiérarchisation de la souffrance, pas du tout, parce que je pense que, je sais pas, on peut pas comparer les souffrances, enfin même il y a pas à comparer les souffrances. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire un 42 peut aussi réellement et évidemment avoir un mal-être et ça peut créer de la dysphorie. Enfin je veux dire, il y a énormément de moi j'ai eu énormément de dysphorie aussi par rapport à mon corps. Mais en tout cas, au niveau, systémique, ça va pas du tout être la même chose, en fait. Par exemple, tout à l'heure, tu vois, tu parlais du travail. Moi, le dernier boulot que j'ai essentiellement fait des boulots alimentaires. Je me suis retrouvée dans une société de sous-traitance, de télécommunications, enfin et d'ingénierie, enfin bref, un truc bien relou et là, j'étais vraiment, dans un poids qui était vraiment élevé et c'était vraiment une période où j'étais pas bien dans ma vie, où en plus je subissais du harcèlement au travail et en fait, on avait, la société bref, avait été refondée et du coup, je m'étais retrouvée, ingénieure, commerciale et du coup, je devais aller voir, la clientèle et en fait, je faisais bien mon travail et tout et le directeur à cause de la personne qui me harcelait, hein, quand même, m'a convoquée en me disant, que, je faisais un bon travail, il y avait pas de souci et tout, mais que si, par exemple, si je faisais du tort à l'image des SFR par rapport à mon poids, il devrait, m'interdire de voir la clientèle. C'est-à-dire que la personne, va me dire: «Tu es grosse, donc ça peut nuire à l'image de marque de SFR et du coup, je vais peut-être, on va voir, peut-être il va falloir que tu arrêtes d'aller voir la clientèle». Comme si tu allais être moins efficace ou moins professionnel. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont très, très problématiques. C'est comme dans certains restaurants aussi où, les personnes qui servent, ce sont les personnes qui ont des corps vus comme, normés, on va dire, les personnes minces, les personnes valides et j'en passe. Alors que les personnes grosses, vont être reléguées, voilà, aux cuisines, enfin, cachées de la clientèle surtout, hein, «Cachez-moi cette grosseur que je ne saurais voir», en fait, c'est un peu ça. C'est exactement la même chose, en fait, qu'on vit, au niveau du validisme, en tant que personne grosse et en tant que personne handicapée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il va falloir cacher, c'est des corps qu'il faut cacher et d'ailleurs, on dirait que dans le monde, dans la société, dans la rue, en fait, les gens, le corps gros ou le corps handicapé, c'est le corps, qui est une exception. C'est-à-dire qu'il n'existe pas et que quand il va être là, il va attirer toute l'attention sur lui. Merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça, c'est très intéressant et très important d'en parler et de rappeler, tout ça aux personnes qui nous écoutent. J'avais une avant-dernière question, c'était sur, la représentation dans les médias parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder dans ce podcast et c'est vrai qu'on peut encore faire un parallèle, entre, la représentation des personnes grosses et celle des personnes handicapées ou des personnes trans, dans les films et les séries, par exemple. C'est que souvent on va demander à des personnes minces de prendre 20 kilos, mais on voit rarement, des personnes grosses, jouer des personnages gros ou grosses, comme on voit rarement des personnes handicapées jouer des personnes handicapées, dans les films et les séries. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, dans les 2 cas, cette idée de performance. D'ailleurs, souvent les personnes, qui ont joué des personnes handicapées ou quoi, ont eu des Oscars. Comme ça, je pense à Forrest Gump et il y en a plein, enfin voilà. Il y a vraiment, ouais, je trouve cette idée de performance et même, avec les personnes grosses, il y a aussi le truc du fat suit.
Ou ça là, c'est carrément un déguisement parce que c'est un peu ce truc de déguisement de sumo là, où on pour faire grossir la personne. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu de tous ces parallèles? Alors c'est sûr qu'on constate souvent que les personnes minces et valides voient ceci comme une performance, voire même un déguisement, parce que, enfin, ne serait-ce que pour parler des personnes grosses, on a encore cette image de bête de foire qui nous colle à la peau, qui amuse ou fascine les personnes minces. Je dirais même que certains acteurs ou actrices verront cela comme une expérience enrichissante. J'ai déjà lu il y a longtemps une interview, alors je sais même plus quelle était l'actrice, mais qu'elle a dit, bah voilà, j'ai porté un fatsuit et maintenant je sais exactement ce que vivent les pauvres personnes grosses. Ironie. Cela m'a tellement appris des choses et ça a été une sacrée expérience de vie. J'ai tellement gagné en sagesse et en compassion, là là là. Enfin, et franchement, personnellement, lorsque j'entends ou lis ça, je suis souvent partagée entre le rire et la colère. Il n'y a rien qui va dans cette façon d'appréhender la chose. C'est entre la pitié, la tendance à vouloir s'approprier un sujet qui ne les concerne tellement pas. Ils sont tellement loin de la réalité. Puis c'est la même chose pour ceux qui prennent quelques kilos. Je pense notamment à un passage dans Avenger où il y a le personnage de Thor qui prend 10 kilos. On le voit du coup au début du film plus gros qu'avant et du coup vu qu'il est plus gros qu'avant, il en fait tout un sketch de comique. Il a beaucoup bu, monsieur a ventre à bière, monsieur est devenu moins respectable, moins admirable. Mais ça, ils en font tout un sketch, ils en font tout un amusement. C'est voilà, il y a des choses à dire, hein. Il y a aussi le cas de d'Insatiable. Bah voilà, il y a un côté, un phénomène avant-après. L'actrice a joué l'avant comme un déguisement et puis maintenant l'après, elle se venge et tout des autres en disant bah voilà, maintenant que je suis plus mince, que je suis plus bancable selon la société, maintenant c'est une revanche sur vous autres qui ont été injustes envers moi, machin. Enfin voilà, je pense que Delphine aura sûrement quelque chose à rajouter là-dessus, mais je pense que j'ai dit au moins l'essentiel là-dessus. Ouais et puis aussi dans la performance de prendre du poids pour un rôle, il y a quelque chose de très, très violent dans le sens où, ça légitimise le fait que si tu es gros, c'est de ta faute. C'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme, je repense à De Niro par exemple, bon moi je suis pas la même génération, alors j'ai pas les mêmes références, mais pour le film de Scorsese, Raging Bull, il avait pris je crois 20 ou 30 kilogrammes. Et en fait, il y avait eu tout un truc autour de ça et tout. Mais en fait, de quoi il est question là? C'est-à-dire, il est question de personnes. C'est des personnes qui ont, qui sont quand même normées et qui correspondent en plus à des objets, comment dire? À des normes de fantasmes, de désirs. C'est quand même, l'industrie du cinéma, c'est ça aussi le cinéma. Et en fait, ces personnes-là, donc elles vont prendre du poids et elles vont dire que, ça a été compliqué parce que du coup, il fallait manger certaines choses, et que patati et patata et que du coup, oui, elles ont senti leur corps changer, tout ça, que c'était compliqué. Mais en fait, après, ces personnes qui ont quand même un statut le plus souvent, économique et qui est assez privilégié et qui sont encadrées aussi, ces personnes, parviennent à perdre du poids d'une manière totalement rapide et facile. Et c'est ça, en fait, que ça nous dit qu'en fait, tu vois, cette personne-là, elle a pris du poids, mais en fait, elle a perdu très rapidement. Elle a fait pour un rôle, tu vois? Sauf qu'en fait, moi, je sais que le cinéma enfin, je sais pas que je sais, mais moi, le cinéma, il m'a sauvée dans ma vie. C'est-à-dire que quand j'étais, adolescente, à 14 ans, j'ai su que je voulais faire du cinéma. Bon et en fait, moi, ça a été ma première fenêtre d'échange, par rapport au monde, en fait. C'est là où j'ai appris plein de choses, même en tant qu'autiste, où j'ai pu vivre des choses et j'ai pu comprendre des choses par rapport aux interactions sociales, à tout ça. Grâce au cinéma, je me suis sentie moins seule et je pense que c'est ça ça m'a sauvé la vie. Mais en fait, après, en grandissant, je me suis rendue compte qu'il y avait aucune personne qui me ressemblait dans les films que j'aimais, physiquement, je parle, ou même à certains autres degrés. Il y a des similitudes que je peux avoir, mais en fait, la personne que je vais avoir, à laquelle je vais m'identifier, par exemple, dans un film ou dans une série, elle ne va pas me ressembler, physiquement et ça, c'est très, très compliqué parce que moi, je sais que quand j'étais ado, je me disais: «Mais même, hein, ça a duré, pendant très, très longtemps, j'imaginais ma vie si j'étais mince» et c'était quelque chose que je voulais atteindre, en fait.
Et quand je voyais qu'il y avait des acteurs et des actrices qui prenaient du poids et qui en perdaient, je me disais: «Mais moi, ça me mettait encore plus en situation d'échec et d'incapacité». Puis surtout que, non seulement, j'étais assez renfermée et timide, même adolescente, hein, et pourtant j'avais des je savais que c'était le cinéma et par exemple, tu vois, à l'école, j'avais dit quand on se demande ce que tu veux faire, j'ai dit: «Moi, je veux réaliser des films». Et en fait, on m'avait dit, on m'avait fait comprendre qu'il fallait que je perde du poids et par rapport à l'autisme, il fallait que je m'ouvre plus et que je sois beaucoup plus, sociable quoi, tu vois? Donc à chaque fois, tu renvoyé à ces 2 trucs et en même temps dans les films, bah, par rapport à la grossophobie, non seulement je n'ai pas pu m'identifier à une personne grosse dans un film pendant très, très longtemps, pendant quasiment toute, ma vie, ma durée de vie jusqu'à maintenant. Et en plus, je pensais même pas que comment dire? J'aurais certainement pas voulu m'identifier à des personnes, grosses que je pouvais voir dans des films que je voyais avant, en fait, parce que c'était des rôles qui n'étaient pas, tu sais, ça fait comme avec les films queer, en fait, où c'est très, très compliqué au début, parce que moi, en fait, j'avais pas du tout accès au cinéma queer pendant une grande partie de ma vie, hein. Et en fait, les premiers films, de personnages queer que j'ai vus, tu sais, c'est la même chose. C'est des personnes qui vont mourir ou qui vont être pathologisées, psychiatriquement ou qui vont avoir un côté, très maléfique, enfin, tu vois? Et c'est exactement les mêmes trucs avec le gros. Quand tu vois la personnification des gros, même dans les trucs, comment dire? Le gros, ça peut être aussi le malin, tu sais? Un peu le diable, la personne, concupiscente, sournoise, enfin, il y a tous ces trucs et c'est exactement la même chose avec les personnes handicapées. Et oui, il y a toujours ce truc de performance, sauf que moi, je performe pas, le fait d'être grosse. Comment dire? C'est pas un jeu pour moi. Comme le fait d'être handicapée, c'est pas un jeu et c'est ça qui est très, très compliqué. Mais heureusement, là, il y a quand même, que ce soit avec le cinéma queer ou qui a quand même permis, aussi pas mal de choses, enfin, au niveau des représentations. Enfin, Et les séries surtout, encore plus que le cinéma, je trouve, bah, moi aussi et en fait, c'est vrai que je regarde quasiment plus aucun film, mais par contre, depuis des années, je regarde des séries parce que je trouve le discours beaucoup plus pertinent, en fait et en fait, c'est dans les séries que j'arrive mieux à m'identifier et à apprendre des choses, en fait, aussi par rapport aux autres oppressions. Parce que je trouve que dans les séries, il y a quand même, et quand même les séries américaines, hein, pour le coup, où il y a quand même un discours, où on apprend vachement de choses par rapport aux oppressions et elles sont représentées et c'est des personnages, souvent qui sont nuancés, quoi. C'est pas ou tout noir ou tout blanc et je trouve que ça, c'est très important et que des fois, il y a des personnages en plus qui cumulent des oppressions et ça, bah, ça fait du bien parce que je suis pas juste grosse, je suis pas juste autiste, je suis pas juste queer, je suis tout ça et d'autres choses aussi, mais tu vois, c'est indissociable, en fait. du coup, c'est totalement en lien avec la prochaine question qui est la question, recommandations culturelles. Du coup, est-ce que vous avez des recommandations culturelles, que ce soit films, séries, podcasts, comptes Instagram avec des personnes grosses? Ou handi ou enfin avec un en lien avec un des sujets qu'on vient d'aborder, quoi? Moi, je me souviens d'une série que j'ai vue il y a un petit moment, quelques années maintenant. C'est, Mad Fat Diary qui parle d'une adolescente, qui est grosse. Cette série, elle m'avait bouleversée, en fait, mais vraiment et j'étais en larmes et en même temps, j'étais tellement excitée et contente de me voir, en fait, de me dire, «Ça existe» et de surtout, ce qui est très important pour moi, ce qui m'a vraiment donné de la joie, c'était de pouvoir, par le biais du cinéma, enfin de l'image, d'une série, d'une fiction, de pouvoir, vivre et comprendre et ressentir des émotions que j'avais vécues dans ma vie et de voir que c'était une autre personne que moi, en fait et que ça existait et comment cette personne qui était ado et à l'époque, moi, j'avais une trentaine d'années donc de voir que, bah, les choses n'avaient pas forcément changé et en même temps elles avaient changé parce que cette personne, ça m'avait donné beaucoup d'espoir de voir une adolescente comme ça et je me suis dit: «Moi, j'étais incapable de ça adolescente». Moi, c'était un non-sujet, enfin, c'est un sujet dont il ne fallait surtout pas aborder, c'était un sujet très honteux, mon poids et là, du coup, je trouvais que ça faisait du bien et que, et oui, enfin, c'est primordial d'avoir, en tout cas, moi, j'ai l'impression, par rapport à mon vécu, que le fait d'être autiste et grosse et queer, je vais pas avoir, la même accessibilité à la sociabilisation et il y a pas mal de solitude aussi. Alors des fois elle évolue et des fois pas forcément, mais des fois c'est un réel besoin donc voilà. Mais qu'en fait, c'est hyper important du coup parce que pour moi c'est vraiment une question
de bien-être et de survie, le fait de pouvoir, regarder des séries. Parce que c'est de la communication et ça fait du bien, en fait. Et des fois, ça permet de vivre des choses qu'on peut pas vivre, dans la réalité. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais, Tout à fait, complètement. parce qu'on ne va pas avoir la même sociabilité que les autres et du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus important, je pense que ce soit pour les personnes grosses et pour les personnes, handies, d'avoir cette visibilité-là et d'avoir accès à ça, en fait. Parce que je pense que enfin, moi, la plupart de mon temps, je le passe quand même chez moi et je pense que, voilà, c'est des vécus qu'on a, en commun et du coup, bah, oui, ça fait partie ça rend la vie, meilleure en fait et ça donne de l'espoir et ça peut vraiment sauver des vies, hein. Je pense moi. Le L'art en général et ça aussi, enfin, surtout les séries, quoi. Oui, complètement. Bah, tu as cité, My Mad Fat Diary, en français, Journal d'une ado hors norme. Pareil, cette série, je la recommande, mais après, je tiens à prévenir, c'est quand même une série très dure. Personnellement, j'ai à la fois adoré, ça m'a quelque part libérée intérieurement, mais j'ai vécu des moments où je me suis tellement reconnue en la personne principale, notamment étant, dépressive, bon, il y a des passages, je vais pas citer, mais où ça ressort pas mal chez elle, où elle fait des actions, voilà, où je me suis vraiment reconnue, bah, c'est très, ça secoue, voilà. Mais en même temps, ça fait tellement du bien que ça soit visibilisé, qu'on en parle, que ça soit une personne grosse, le ressenti d'une personne grosse, qui soit mise en avant. Ça, je rejoins Delphine, cette série, c'est quelque chose d'énorme. Il y a aussi, la série, Dietland. Alors pareil, c'est une série, qui remue pas mal. C'est une série qui aussi reprend quand même aussi beaucoup d'autres thématiques, propres au féminisme en général, que ça soit le racisme, que ça soit la psychophobie, que ça soit pas mal de choses, mais la grossophobie, on va dire, est un thème central puisque, le personnage principal est, Prune Kettle et c'est une personne grosse et on la suit dans son cheminement, vis-à-vis de la culture du régime, vis-à-vis de pas mal de choses en tant que personne grosse. C'est parfois assez dur. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai perçu comme assez dur, comme film par moments. Mais pour moi, ça reste un film à voir et ça soulève beaucoup de questions, de pistes de réflexion, notamment pour les personnes qui sont pas forcément concernées par ces sujets-là, ça peut faire réfléchir, tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je l'ai vu avec mon copain, justement, et mon copain, bah, qui est pas du tout concerné par ces thématiques-là, il m'a dit qu'il a vraiment trouvé la série, percutante. Voilà. Ça l'a beaucoup aidé aussi de voir les choses sous un autre angle. Donc c'est là aussi où les séries, ou même les films, mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, les séries apportent beaucoup plus. C'est là où il y a leur utilité, c'est aussi par rapport aux personnes non concernées. Ça permet d'une certaine manière, alors pas à 100% évidemment, mais que les personnes non concernées se mettent à notre place un tout petit peu, ne serait-ce qu'un peu. Ça donne en tout cas, un point de vue, voilà. Et je trouve aussi quand c'est bien fait, les séries, quand c'est bien écrit, ça peut aussi être des outils pédagogiques pour les personnes qui sont pas concernées et pour nous, du coup, ne pas avoir, nous, à devoir faire de la pédagogie, tout le temps et ça, c'est vraiment top et en disant ça, je pense à la saison 2 surtout de Special qui est, géniale, qui moi pareil m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je me suis tellement reconnue, dans le personnage de Ryan et j'avais tellement pas l'habitude, c'était tellement, la première fois que ça m'arrivait de me reconnaître autant dans un personnage. C'est typiquement le genre de série où tu as envie de la recommander à toutes les personnes valides de ton entourage pour, pour ne pas avoir à faire de la pédagogie parce qu'elle est vraiment, vraiment géniale. Du coup, je suis encore en train de faire une bonne transition parce que cette série me fait beaucoup penser à la série, Shrill, du coup, que j'ai découvert récemment, qui a pour personnage principal, une, jeune femme grosse qui est journaliste et qui, parle de grossophobie, dans ses articles et qui est, juste génial. C'est hyper, feel good et en même temps, ça parle de plein de sujets autour de la grossophobie, donc des trucs pas forcément très joyeux, mais elle a pas sa langue dans sa poche, en fait, elle se laisse pas faire et elle a aucun problème avec le fait d'être grosse et ça fait vachement, vachement du bien
alors que moi-même je suis pas concernée et pourtant, à la fin de la série, j'étais trop contente. Il y a notamment un épisode qui est assez mythique où, elle va à un événement, c'est une pool party pour, personnes grosses et du coup, elle arrive là et il y a genre, des centaines et des centaines de personnes grosses qui sont toutes en maillot de bain et tout et c'est hyper fun et c'est trop bonne ambiance et au début, elle arrive et du coup, elle doit écrire un papier sur cet événement-là. Du coup, elle est très, très sérieuse en mode: «Non, je vais pas me mettre en maillot, faut que je reste pro et tout» et au final, à la fin de l'épisode, elle arrive et elle vit sa meilleure vie, quoi et c'est génial. Enfin, c'est une série que je recommande vraiment qui m'a fait beaucoup de bien. Et il y a une deuxième série aussi dont j'aimerais beaucoup parler qui s'appelle Work in Progress. Ah, tu l'as vue? Oui, je l'ai vu. Du coup, tu veux en parler? Ah non, non, mais vas-y, je te laisse non, non, vas-y. OK. Bah, si tu as des choses à rajouter, ouais, du coup, Work in Progress, ça met en scène, le personnage de Abby. C'est une série qui est autobiographique et du coup, c'est une personne grosse, queer, butch, lesbienne, neuroatypique parce qu'elle est dépressive et qu'elle a des TOC et enfin, je sais pas, déjà combien de séries il y a, d'objets culturels il y a avec ce genre de personne en personnage principal? Pas beaucoup clairement. Oui et puis elle est âgée aussi, enfin elle est pas dans le standard de la jeunesse, Oui, c'est ça, elle est quadragénaire et elle a des cheveux blancs, quoi. Et ouais, enfin, et c'est top. Enfin, je trouve que c'est hyper bien écrit, c'est très touchant et très drôle. Enfin, quand même, la séquence, la toute première scène de la série, c'est elle qui est dans une séance avec sa psy et sa psy, meurt d'ennui en l'écoutant. Enfin, genre et c'est très, très drôle et en même temps, ouais, très touchant et les personnages aussi sont hyper attachants et pareil, ça parle de plein de sujets. Aussi dans la saison 2, il y a aussi un personnage handicapé qui a un petit rôle, qui a un second rôle, mais qui je trouve est très cool, qui du coup est aussi, gros, racisé et en fauteuil roulant. C'est un collègue de bureau et c'est un peu son meilleur ami à son travail et genre son handicap ou le fait qu'il soit racisé ou quoi, c'est genre totalement un non-sujet, genre c'est jamais abordé ou quoi et j'ai trouvé ça, vraiment chouette quoi que ça vienne pas, forcément sur le tapis. Et c'est très queer aussi, il faut le dire, c'est très, très chouette. Malheureusement, les 2 séries dont je viens de parler ont été annulées récemment, et qu'il y aura pas de nouvelle saison et ça, c'est un peu le bémol. C'est vrai qu'on dit depuis tout à l'heure qu'il y a beaucoup plus de représentation dans les séries et tout, sauf que ces séries-là finissent souvent par être annulées au bout d'1 ou 2 saisons, voire 3 maximum et c'est un peu dommage, mais voilà. Work in Progress, ça reste une super série. Delphine, si tu veux rajouter quelque chose? moi le constat que je fais, alors c'est pas une course aux oppressions du tout, hein, mais c'est que quand même, les personnes sont beaucoup moins pointilleuses et j'ai l'impression enfin pointilleuses, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas ont beaucoup plus de mal à comprendre, et pourtant ce sont exactement les mêmes mécanismes dès qu'il s'agit de validisme et donc et aussi j'inclus la grossophobie dans la représentation des séries. C'est comme si tout ce qu'on avait appris sur les autres oppressions, en fait, disparaissait et pourtant c'est quand même, ça fait des années, depuis les années 60, aux États-Unis, enfin l'hétérocrip et tout, enfin tout ça, c'est quand même quelque chose qui existe et en fait, les personnes ne se rendent pas compte à quel point, et surtout au niveau du handicap et je vais parler de ce que je connais le mieux, l'autisme. Dans la représentation de l'autisme, il y a des choses qui sont totalement aberrantes. Bon, après c'est pas l'émission n'est pas sur l'autisme, mais par exemple, il faut savoir que, les représentations, du handicap, des handicaps, peuvent renforcer des croyances, en fait et des croyances validistes et du coup, ça c'est quelque chose, c'est pas parce qu'on en parle plus qu'on en parle mieux, en tout cas par rapport au handicap et qu'il faut quand même être vigilant et vigilante par rapport à ça. Je dis ça pour les personnes qui vont regarder, des films ou des séries par rapport au handicap. Pas tout n'est forcément très judicieux et va pouvoir servir, d'outil, pédagogique ou en tout cas ça peut servir d'outil pédagogique, par rapport à ce que peut être le validisme en tout cas dans certaines représentations. Mais ouais et moi je voudrais juste rajouter, par rapport à notre personnage, d'une série qui m'a fait du bien. C'était le personnage de Kat dans Euphoria. Alors même si, au niveau bon, voilà
Elle est grosse, mais pas forcément hyper enfin, je sais pas comment dire, mais ça reste quand même dans une norme de grosseur. Mais en tout cas, en tant qu'adolescente, dans la première saison, moi, il y a une scène qui m'a vachement, fait du bien. C'est quand elle reprend le contrôle de son corps et de ce qu'elle est, en fait et alors ça va passer par, comme un outil thérapeutique, la sexualité, la réappropriation de sa sexualité aussi et comment elle va pouvoir faire ça de ça, un outil, de quelque chose qui va lui donner de la puissance et je trouve qu'il y a la scène quand elle rentre, où elle change d'apparence, d'expression vestimentaire, tout ça, et qu'elle se balade dans les couloirs où vraiment on sent une personne forte et en fait, ça peut paraître très facile et c'est très, très compliqué quand on vit, la grossophobie quand on subit plein de choses par rapport au désir et au rejet du désir. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça, mais quand même aussi et je veux pas dire que tout doit venir de nous, au niveau du mieux-être, mais c'est vrai que quand même, à partir du moment aussi où on arrive à comprendre qu'on n'est pas forcément le problème, que le problème c'est les autres et qu'on peut, être qui on est, comme on veut, à notre manière et être une personne, à part entière en fait, bah, le regard aussi des autres, commence à changer aussi sur nous. Mais c'est pas aussi simple que ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on vivra toujours des moments difficiles, dans le regard, parce que le regard il va pas changer, c'est pas de la magie, hein, c'est pas comme ça. Mais en tout cas, cette scène, c'est un personnage adolescente et tout et j'ai trouvé que ça, c'était hyper intéressant dans en plus, ça parle du travail du sexe, pour le coup, avec elle et que du coup, par rapport au féminisme, et au corps, je trouvais que c'était hyper intéressant et que ça fait comprendre plein de choses. Ça peut faire comprendre plein de choses, en tout cas. Ouais, à l'empouvoirment et tout, ouais. C'est clair, c'est clair. Et là, actuellement, quand on enregistre cet épisode, on est en plein au milieu de la saison 2 de Euphoria et clairement, il y a pas assez de Kat dans la saison 2. Genre, il faut plus de Kat dans la saison 2, c'est pas possible. Mais je voulais, juste rebondir par rapport à ce que tu disais. C'est sûr que dans les représentations, c'est pas toujours positif, c'est pas toujours bien fait. Mais toutes les recommandations culturelles que vous trouverez ici sont de qualité, il faut le dire. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous et à les partager et tout, parce que c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast et que je pose cette question à chaque fois, c'est pour avoir un éventail de représentations qui soit de qualité et qui soit fait par des concernés avec des concernés et tout. Donc voilà, tout n'est pas bon à prendre dans les représentations, mais ici, vous pouvez y aller, genre, c'est OK. Voilà. Ah oui, je voulais aussi parler d'une dernière série, qui est une série, française pour le coup, qui s'appelle Mental, qui suit une bande d'ados, dans un hôpital psychiatrique et qui a un personnage gros dans la deuxième saison qui s'appelle Max. C'est une ado, grosse et racisée en plus et qui pareil, est hyper badass et qui a pas sa langue dans sa poche et qui se laisse pas faire et qui est vraiment top et pour le coup, je recommande rarement des séries françaises mais Mental est vraiment chouette et elle est dispo sur, France TV Slash, si je dis pas de bêtises et j'ai oublié d'ailleurs de dire où étaient dispo les 2 autres que j'ai recommandés. Du coup, Shrill, c'est sur, MyCanal et Work in Progress, c'est sur OCS. Dietland, c'est sur, Amazon Prime, sachant que, comme les autres séries, Dietland, ben, a été annulé au bout de la saison 1, donc il y aura pas de saison 2. Après, en dehors des séries et des films, il y a aussi, on peut regarder aussi le documentaire On achève bien les gros de Gabriel Délié. Je recommande, à tout le monde et beaucoup aux personnes non concernées, je pense. Il y a également le téléfilm, Moi grosse, qui est tiré du livre On ne naît pas grosse de Gabriel Délié. Si je peux enchaîner sur les livres, notamment, il y a des livres intéressants comme Gros n'est pas un gros mot par Derrière Marx et Eva Pérez Bello du collectif Gras Poétique. Il y a aussi le livre récemment sorti de Scheherazade Lexir et de Céline Ségur qui se nomme T'as un joli visage. Il y a aussi le documentaire, Ma vie en gros, sur Derrière Marx et d'autres personnes aussi, où on voit d'autres personnes du collectif, Gras Politique. D'ailleurs, je recommande le podcast, Matière grasse de Gras Politique qui est très bien et que j'ai écouté d'ailleurs pour, préparer cet épisode. Du coup, avant qu'on termine cet épisode, est-ce que vous avez, quelque chose à rajouter,
qu'on n'aurait peut-être pas encore abordées? Est-ce que vous avez encore des choses à dire? Il y a tellement de choses à dire que là, mais non, moi je veux dire merci déjà merci pour, nous avoir donné l'occasion de pouvoir parler de ces 2 sujets et il y a encore beaucoup de choses à faire, mais et je pense qu'on va vers le mieux, toujours. Moi, je repense à moi quand j'étais enfant, quand j'étais ado et jeune adulte et par rapport à la grossophobie, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé et en fait, je me dis que, c'est possible, en fait, d'être bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, même si ça va pas bien tous les jours et en fait, ça veut pas dire que la vie est beaucoup plus facile, mais en fait, quand on comprend certaines choses et quand on comprend que le problème, c'est pas nous, quand on comprend que le problème, c'est les normes, ça nous permet d'aller quand même un peu mieux et en tout cas, personnellement, de se sentir plus légitime et du coup, de moins, subir les choses aussi et de mieux se défendre, voilà. Bon, personnellement, voilà, comme dit Delphine, il y aurait tellement de sujets à approfondir, à aborder, voilà. J'aurais pu très bien aussi aborder, le comment dire? Le milieu militant, ce genre de choses, quant à l'accessibilité, l'inclusivité, qui est très important, voilà. Mais bon, voilà, ça serait tellement long, il y aurait tant à dire, mais personnellement, je tiens à dire que, sans bon, déjà, je m'estime heureuse d'être à une époque où nous avons à présent quand même pas mal de ressources en ce qui concerne la grossophobie, le validisme et même d'autres sujets, qui m'a permis, il y a 10 ans, à m'ouvrir un peu plus là-dessus et à me politiser. Bon, d'abord, ça a été plutôt mon meilleur ami, que je salue s'il m'écoute, qui m'a vraiment, amenée à m'intéresser à tous ces sujets-là, à me réapproprier des sujets qui me concernent et à mieux appréhender les choses, à me sentir mieux en fait, tout simplement, et à me sentir moins seule. Puis ensuite, ben, les séries, les bouquins, les podcasts, les documentaires, les comptes sur les réseaux sociaux qui ont quand même une importance non négligeable, m'ont permis vraiment d'avancer encore plus loin là-dessus et de me sentir plus légitime aussi, de me dire que ce n'est pas moi le problème, même si j'ai encore du chemin à faire là-dessus, parce que j'ai encore de la grossophobie intériorisée, du validisme intériorisé, ça c'est clair et net. Je l'admets, j'ai conscience. Mais vraiment, ça a été salvateur. Vraiment. Et ça m'a permis aussi, tout simplement, de me rapprocher d'autres personnes. Par exemple, de faire votre connaissance à toutes les deux. Vraiment, ça apporte de très belles choses. Et c'est vraiment, s'il y a un côté positif que je dois retenir, c'est ça. C'est vraiment toutes ces rencontres et tout ce cheminement qui certes, bon, ben, est OK, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours facile, mais j'ai ça à me raccrocher, quoi. C'est toutes ces personnes qui peuvent me comprendre ou tout ce cheminement que j'ai fait pour justement, ne pas sombrer, hein, pour être honnête. Voilà, tout simplement. Je remercie toutes ces personnes qui font du contenu incroyable, que ça soit par, n'importe quel biais, hein, n'importe quel support, livre, série, podcast, contenu, militant, sur les réseaux ou même sur le terrain, le soutien qu'on peut avoir sur le terrain. Je remercie vraiment toutes ces personnes. Ça m'a beaucoup aidée, je pense que ça aide beaucoup de personnes et à toi Hermine, je te souhai franchement, je te remercie pour cette invitation, pour rien que le fait de faire, ton podcast, en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment, que ça aide beaucoup, d'écouter. Je connais notamment, une amie, qui écoute beaucoup tes podcasts et je t'ai connue grâce à elle. Mandy, un petit coucou à Mandy et donc voilà, je sais qu'elle, elle aime beaucoup t'écouter et que ça l'aide beaucoup quoi, tout simplement, voilà. C'est ce que je tenais à dire. Moi, je voudrais juste rajouter que, par rapport à ce que tu disais, Charlotte, c'est vrai que, bon, moi, je suis née en 1978, donc je vous laisse calculer et demain, j'aurai 44 ans. Voilà, comme ça, vous aurez le calcul et en fait, moi, quand j'ai vécu ça va faire très dinosaure, ce que je vais dire, mais en fait, moi, mon adolescence s'est passée dans les années 90. Ça fait rêver, je sais et en fait, il y avait pas internet, il y avait pas tout ça. Genre, enfin, il y avait des dictionnaires pour faire des recherches, des encyclopédies, il fallait aller à la bibliothèque, bref et en fait, moi, j'ai pas grandi à Paris, j'ai grandi à Marseille et Marseille, c'était pas comme c'est maintenant.
et on n'avait pas l'accessibilité à tout, de toute manière, pour la communication, tout ça. Et moi, c'est vrai que j'ai vécu, mais je crois que j'ai vécu 30 années de ma vie comme étant la seule grosse, en fait, par rapport à ça, et où j'avais l'impression d'être seule, et c'était un peu le cas, en fait. Et aussi, mais du coup, je vois que quand même, c'est hyper important, les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui. Ça nous permet vraiment de pouvoir parler, de pouvoir nous rencontrer, parce que c'est quelque chose, tu sais, dont on ne parle pas assez. On en a beaucoup parlé pendant la pandémie, il y a eu un discours, de personnes valides qui exprimaient leur souffrance de valides, de plus avoir accès au contact, à la sociabilité, aux espaces de rencontre. Et en fait, c'est quelque chose, en tant que personne grosse, et autiste, auquel je suis confrontée, tout le temps. Et je pense que vous aussi, en tant que, alors, Hermine, même si tu es pas grosse, ou gros, enfin, tu vois, par rapport au handicap, c'est quelque chose dont on fait l'expérience, et que du coup, c'est hyper important, et qu'en fait, on ne prend pas assez au sérieux. Il y a quelque chose, tu parlais du militantisme, Charlotte, où, bon, moi, c'est pas un mot que j'aime, je me considère pas comme militante. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, quand on est, dans nos situations, ces médias-là, en fait, c'est des choses qui sont primordiales, parce que nous, on n'a pas la possibilité de nous rencontrer, de sociabiliser, de créer du lien comme les autres personnes, en fait. Ce qui pourrait être impensable pour d'autres, hein, qui sont pas dans ces situations-là. Mais c'est que aussi, justement, bah, moi, je voulais te remercier, parce que aussi le fait de pouvoir parler de ça, moi, je sais que ça me permet de guérir, tu vois? Et de guérir les divers, mon moi à divers âges. Et je me dis: j'aurais jamais pensé, enfant ou ado, pouvoir parler de la grossophobie d'une manière, dont je parle aujourd'hui. Enfin là, je suis émue. Et mais je trouve ça formidable, le chemin que j'ai fait, et je pense que c'est bien de voir aussi le chemin qu'on fait, même si c'est très dur. Bon, ça ne devrait pas être aussi dur, hein. Ça devrait pas être aussi dur, pour, n'importe quelle autre oppression, enfin, tu vois? Mais, en tout cas, c'est important de voir ça, de voir qu'au moins on a cette possibilité-là, et que, non seulement, ça nous aide nous-mêmes, et ça peut aider des autres, et que c'est hyper important. Moi, je sais que, bah, c'est aussi la transmission. Comment, certaines personnes aussi ont pu m'aider, des discours que j'ai pu entendre, des mots prononcés par des personnes ont pu m'aider, me donner de la force, de l'espoir. Et je trouve que je te remercie de nous permettre cela, et de permettre ça possible, et j'espère que ça pourra servir à d'autres personnes, voilà. Merci beaucoup. Je vais avoir les larmes aux yeux moi aussi parce que waouh! Non, mais c'est trop chouette. Merci, bah, merci beaucoup à toutes les 2 d'avoir participé. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui écoutent le podcast justement et qui m'envoient des commentaires et des messages, et enfin, tous vos retours, c'est hyper important. Et je voulais, profiter d'enregistrer cet épisode aussi pour, dire que j'ai créé un compte PayPal pour, le podcast, et que si vous voulez me soutenir financièrement, parce que ce podcast, c'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Le montage là, de cet épisode va être très, très long et voilà, c'est du travail bénévole, donc si vous voulez m'aider, et me soutenir financièrement, il y a mon PayPal qui est sur mon site internet hcommandipodcast.fr, et aussi sur Instagram. Aussi parce que je suis pas tout à fait toute seule, à bosser sur ce podcast, surtout cette saison. Il y a l'illustratrice, Dandy Doodless, qui est une personne aussi handi-queer, qui fait tout le visuel et le logo du podcast, et maintenant j'ai 2 personnes qui m'aident aussi sur cette saison pour les retranscriptions des épisodes. Donc voilà, et tout ça, c'est des personnes aussi que j'aimerais bien rémunérer, que je rémunère déjà pour Dandy, parce que c'est son travail. Elle est illustratrice professionnelle et je suis obligée de la rémunérer. Mais voilà, moi, je vis sur mon AH, je vis sur mes allocs, et voilà, il y a une partie de mon AH qui part, beaucoup dans ce podcast. Donc si vous pouvez m'aider, ce serait pas de refus. Et si vous avez pas les moyens, si vous êtes trop précaire, vous pouvez aussi m'aider en me laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, parce que ça a l'air bête comme ça, mais en fait, ça aide à la visibilité du podcast sur les applis, et voilà, c'est aussi hyper important. Donc merci encore une dernière fois à toutes les 2 d'avoir participé. Merci aux personnes qui nous ont écoutés, et on se retrouve le mois prochain, et on parlera de parentalité avec 2 mamans en situation de handicap.